Les prières de rue, les crèches de Noël, l'affaire Tariq Ramadan. Ces derniers jours, la question de la laïcité est revenue sur le devant de la scène et encore une fois de façon extrêmement tendue. Pourquoi en France les questions religieuses crispent autant et pourquoi les débats ne sont jamais apaisés? Débat justement sur notre antenne entre Christophe Hénig, bonjour. Vous êtes conseiller éditorial à l'hebdomadaire Pèlerin. David Gozlan est également avec nous, bonjour. Secrétaire général de la Fédération nationale de la libre pensée. Une question pour commencer. Pourquoi, selon vous, en France, la question religieuse n'est pas une question comme les autres ? Écoutez, je pense que déjà, c'est dans nos gènes de débattre, de discuter. Ça, oui. C'est une première chose. Très français. Voilà. Et je pense que c'est aussi parce que, il y a cette diversité de religions en France, ou même de non-religions, et aussi des chrétiens, des musulmans, des juifs, des croyants qui sont très attachés à leurs valeurs parce qu'elles ne leur sont pas imposées par un système d'État et du coup, forcément, s'engagent beaucoup plus et veulent convaincre, parfois un petit peu trop. David Gozlan, d'accord avec ce constat-là ? Disons plus ou moins, c'est beaucoup plus profond parce que à la fois c'est le produit de l'histoire et ça, je pense qu'effectivement, à la fois les guerres de religion, mais pas seulement la volonté d'une des religions de dominer en fait l'espace, le politique, a entraîné, je dirais, de mauvaises mœurs. Et ensuite, dans la séparation, parce qu'il y a eu séparation, c'est de plus en plus le politique, ce que nous qualifions de parti clérical, qui a tendance à tendre la main à l'Église, à lui offrir un pont d'or. Alors l'Église catholique, en l'occurrence, qui a un véritable pouvoir politique en France, ne rechigne pas justement à cette main tendue. Alors on va pouvoir en débattre, on va s'emparer des sujets de l'actualité et à commencer par la présence des crèches de Noël à l'intérieur des bâtiments publics. Celle installée à la mairie de Hénin-Beaumont vient d'être jugée illégale. Nivine Petros. Faut-il ou non interdire les crèches dans les lieux publics ? Sur ce sujet, la justice semble partagée. Hier, le maire FN d'Hénin-Beaumont, Steve Briouat, a été condamné par la cour d'appel de Douai. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la justice interdit l'installation de crèches à l'hôtel de région de Lyon, dans la mairie de Melun ou encore dans celle de Béziers. Il a fallu retirer les références à la nativité. Pour les autorités religieuses, les crèches ne sont pas simplement des objets sacrés. Pour beaucoup de personnes, c'est un symbole d'accueil. Une famille de réfugiés en raison du colonisateur romain, une femme qui va accoucher qui ne trouve pas d'endroit, comme beaucoup de SDF aujourd'hui. Donc c'est une sorte de symbole d'invitation à l'accueil. Selon le Conseil d'État, la présence d'une crèche dans un édifice public peut être justifiée si elle possède un caractère artistique ou culturel. Un argument qui a permis d'en installer une dans les locaux de l'hôtel de département de Vendée en octobre dernier. Alors déjà, est-ce que pour vous, on peut ou on ne peut pas installer une crèche dans un lieu public ? Dans un établissement public. Dans un établissement public. C'est sûr que si c'est un objet qui est porteur, si la crèche est porteuse d'un symbole religieux... Pardon, mais une crèche, par définition, elle comporte ce symbole-là de Marie avec Jésus et Joseph. Rien que ça, normalement, c'est religieux, non ? Alors ça, mais oui, bien sûr, c'est religieux, sauf que ça peut être aussi culturel. C'est ce qui a été notamment parfois avancé dans les décisions de justice. Simplement culturel, parce que où s'arrêtent les symboles ? C'est la crèche peut-être, mais c'est, alors vous allez me dire c'est à Strasbourg, mais la tradition du sapin de Noël qui est sur la grande place de Strasbourg, il faudrait aussi le supprimer. Les fêtes de fin d'année n'appartiennent pas aux seuls chrétiens, tout le monde participe à ce moment festif, familial bien souvent, culturel et cultuel pour certains, pas pour tous. Et c'est en ce sens qu'il faut effectivement mettre quelques limites à la présence des signes qui seraient trop religieux dans les établissements publics. Mais d'où, effectivement, on l'a vu tout à l'heure, mais il y a des décisions de justice qui ne vont pas dans le même sens. On a vu récemment donc, celle au sein du conseil départemental de Vendée a été validée par la justice. La crèche a été validée, contrairement donc, à ce qui s'est passé à Hénin-Beaumont ou à Béziers. Pourquoi ? Tout dépend de la tradition. Oui, tout dépend de la tradition. C'est pas du tout cela. Parce que c'est pas tout dépend de la tradition. Le problème, ce sont des juridictions différentes.
Et dans les juridictions différentes, ce qu'il s'est passé, c'est que nous, à chaque fois, on est allé beaucoup plus loin dans les juridictions. Nous sommes à l'initiative de toutes ces affaires-là. Sauf Hénin Beaumont peut-être, où c'est un élu communiste, mais qui s'est appuyé... Frontiste. Un élu frontiste. Non, c'est un élu communiste qui a saisi la justice en s'appuyant justement sur ce que le Conseil d'État disait. Oui. Et Jean-Marc Sauvé, qui est le vice-président du Conseil d'État, a bien expliqué dans un journal quand même, qui est quand même catholique, qui s'appelle La Croix, que ce n'était pas une question religieuse et que le tout était instrumentalisé de manière politique. Donc nous, on le dit, il faut appliquer la loi, toute la loi, rien que la loi. Et ces décisions ne s'appuient que sur un seul article de la loi de 1905, qui est l'article 28. Qui dit que tout signe religieux n'a pas à être dans l'espace public. Voilà, une crèche, ça ce qu'on voit à l'image. C'est un signe religieux, et je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit précédemment. Les condamnations, c'est effectivement parce qu'il y a Marie, Joseph et Jésus. Le maire de Melun a cru bon de mettre, par exemple, après coup, un brie, pour dire ah ben non, nous c'est culturel et c'est traditionnel parce que c'est le brie. Mais enfin, là aussi, et la conférence d'évêques de France l'a dit, si vous vous engagez dans une situation où vous dénaturez la nativité, vous vous retrouvez en dehors de la religion. Donc c'est bien quelque chose de religieux. Et c'est bien un signe religieux. Oui, mais c'est ça qui est important, c'est qu'effectivement, ce n'est pas le prêtre de la paroisse ou le diocèse qui décide d'aller mettre une crèche dans la municipalité. Ça, c'est le vrai problème. Voilà. Donc, si c'est le maire ou les élus, et dans une visée politique, là je vous rejoins tout à fait, si c'est une visée politique, effectivement, la crèche perd tout son symbole. Effectivement, vous n'êtes pas le seul à partager ce point de vue, puisque Thierry Solaire et Jean-Christophe Cambadélis, qui donc sont présents maintenant sur l'antenne d'LCI pour notre nouveau rendez-vous du vendredi Parti pris, effectivement se demandent si finalement ce n'est pas un acte politique de la part de ces élus locaux. Soit on prend une décision, il n'y en a pas nulle part dans l'espace public de signes religieux. Donc, d'un certain point de vue, on ne peut pas mettre de crèche dans le hall d'une mairie. Mais surtout qu'on peut le mettre dans les locaux attenants, c'est quand même pas compliqué. Dans ce moment-là de tension, tout est interprété. Tout Exactement. Peut être là-dessus, on est d'accord. Je veux dire, moi, je pense très précisément, dans toutes les villes de France, c'est la mairie et l'église, n'allons pas mettre, au moment de Noël, une crèche dans le hall de la mairie. C'est la séparation de l'église et de l'État. Donc tout le monde doit faire un effort, mais l'État, il doit être ferme et avoir un verbe mesuré. Oui, d'accord, donc ça veut dire qu'il y a certains élus qui, pour vous, jettent de l'huile sur le feu ? Oui, mais enfin, excusez-moi, là, j'entends bien, je comprends bien que ça soit des chroniqueurs de la chaîne, mais c'est un petit peu le bal des hypocrites, parce que Jean-Christophe Cambadélis, on ne l'a pas entendu quand Manuel Valls est parti en tant que Premier ministre à la canonisation de 2 papes, alors qu'il n'y était même pas invité à ce qualité. Je veux dire, il s'est incrusté un peu dans la cérémonie. Et M. Solaire, quand M. Sarkozy est revenu sur le fait que l'instituteur non plus n'a pas haussé le ton. Donc là-dessus, il serait bien là aussi que M. Solaire dise, par exemple, sur la question des prières à Clichy, que M. Museau, qui est maire de Clichy, les Républicains, organise aussi la surenchère sur ces affaires-là. On ne doit pas transiger sur aucun des sujets ? Non, c'est pas le fait de ne pas transiger, c'est le fait d'appliquer la loi, toute la loi et rien que la loi. C'est-à-dire que si vous faites en sorte que le bâtiment de la République, le conseil général, le conseil départemental, la mairie, soit totalement neutre, vous faites en sorte que les citoyens soient les bienvenus. On nous parle beaucoup de bienveillance en ce moment, mais pour qu'ils soient les bienvenus, il faut qu'ils soient dans un espace neutre et pas marqué d'un point de vue religieux. Ça, c'est pas un espace neutre pour vous, donc c'est objet de crispation. Voir une crèche, vous rentrez dans un bâtiment public, vous voyez une crèche, pour vous, tout de suite, vous êtes agressé ? C'est pas simplement le fait d'être agressé, parce que vous allez me dire, les santons, en l'occurrence, ne vont pas m'agresser, en l'occurrence. C'est le fait que ça soit utilisé pour quelque part avoir, on va le dire, le vote catholique aux élections et pour attribuer et communautariser la population. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est que tout ça, mine de rien, ça coûte de l'argent. Aujourd'hui, on demande aux Français de serrer la ceinture et allègrement, on dit, coûter quelques centaines d'euros à une mairie ou à un conseil départemental. Demandez combien coûte la crèche de M. Vauquier dans son conseil de région. Ouais. Christophe Henning, sur ce point-là précisément. Oui, simplement, je trouve que c'est intéressant ce que vous dites, parce que il y a crispation à chaque fois qu'il y a une instrumentalisation politique. Il faut simplement aussi garder en tête que dans
98% des communes, 99% des communes, entre la paroisse et la commune, ça se passe de façon tout à fait respectable, raisonnable, et que les crèches sont dans les églises et que la mairie aide très probablement à mettre des illuminations qui sont aussi une signe de Noël. On va pas supprimer les illuminations non plus. Donc, ils sont signes de Noël. Et même, on voit dans les paroisses, à la période de Noël, des rencontres. Moi, je connais une paroisse où c'est un musulman qui vient partager le pain à la messe de minuit avec les chrétiens. Bon, ça se fait sur le porche de l'église. Là, on parle de que des choses qui fâchent et elles sont très peu nombreuses. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Simplement dire qu'on est capable, en France, même si le sujet est parfois très tendu, on est capable de vivre les choses de façon tout à fait sereine et joyeuse. Et c'est important de le rappeler. Et je ferai juste remarquer, je suis d'accord là-dessus, je ferai remarquer que l'AMF, l'Association des maires de France, il y a 2 ans de cela, a produit un vade-mecum sous la houlette de M. Barouin, qui a bien expliqué aux maires, en aucun cas ne mettez des crèches parce que vous devez respecter effectivement l'article 28 de la loi de 1905, justement pour aussi protéger les élus. Et notre association d'élus de la libre pensée l'a bien souligné et a bien retenu ce vade-mecum. Certains sont en train de faire de la résistance. Robert Ménard, par exemple, à Béziers, quelles que soient les décisions de justice, il installera sa crèche le mois prochain. Vous parliez de Clichy-la-Garenne. Effectivement, c'est aussi un sujet d'actualité, un sujet polémique. Le préfet des Hauts-de-Seine a tranché hier soir, pas de prière de rue à Clichy. Les fidèles étaient priés d'aller dans une salle de prière. Alors, Anne-Chloé Bottet était pour nous à Clichy-la-Garenne ce matin dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Anne-Chloé qui s'installe. Vous étiez donc sur place pendant plusieurs heures. On voulait savoir comment ça s'était passé. Eh bien écoutez, ce matin, ça s'est, alors on va dire, bien passé. En tout cas, sur cette place à Clichy, où habituellement, il faut le dire, donc depuis 8 mois, il y a quand même entre 350 et 500 fidèles musulmans qui viennent donc prier sur cette place et sur le boulevard, parce que la place n'est pas assez grande. Ce matin, il y avait plus de journalistes, il faut dire, et de CRS qui étaient présents. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a eu une réunion hier, donc entre les représentants des associations musulmanes, le préfet et la mairie, et ils ont décidé tous ensemble, en tout cas, pour aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de prière de rue. Donc, ils ont respecté cet engagement. Et en effet, il n'y a eu pas de prière de rue. Allez, on va dire, on a vu une personne âgée qui est arrivée en habit traditionnel avec son tapis. Mais alors, il est vite arrivé, il a vu ce qui se passait, il est vite reparti finalement. D'accord, effectivement. Voilà. Alors que les images, on le précise juste, datent de la semaine dernière, ce ne sont pas celles de ce matin. Et vous avez rencontré le maire de Clichy. Il n'y aura plus de prière de rue à Clichy. S'il devait y avoir d'autres prières de rue à Clichy, je pense que maintenant l'État interviendrait à Clichy ou ailleurs, je le pense, parce que on a bien compris maintenant que les prières de rue, c'était du désordre public. J'assure maintenant la sérénité dans ma ville et la sécurité. Les fidèles peuvent aller dans ce lieu de culte que moi j'avais mis en place dès mon élection, un lieu de culte décent, avec un bail amphithéotique de 99 ans, cultuel et culturel, qui peut recevoir bien évidemment de nombreux fidèles. Les choses ont l'air assez claires. Ça y est, plus de prières de rue définitivement à Clichy ? Alors, pour le maire de Clichy, évidemment, c'est assez clair parce qu'en fait, il reste aussi sur sa position qu'il tient depuis le début. Ce sont des rassemblements illégaux. Il ne veut pas de ces prières de rue dans Clichy. Mais il y avait donc les associations musulmanes donc, de Clichy. Je voudrais qu'on écoute quand même le président, ce qu'il dit. On en parle juste après. On dit qu'il faut respecter ce on s'est engagé avec le préfet. C'est-à-dire ? On s'est engagé qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prière. Aujourd'hui seulement, ça veut dire la semaine prochaine non plus ou... Après, c'est à l'avocat de voir juridiquement ce qu'on peut faire. Le but de maire, c'est qu'à force qu'ils vont prier, 2, 3, 4 prières, ça y est, ils vont rentrer chez eux. Là, je défie monsieur le maire, il ouvre une salle et vous allez voir 3 pavillons pleins et la salle, elle est pleine. Bon, alors non, c'est pas terminé. Là. Non, vous avez entendu, il a parlé des avocats notamment. Oui. Parce qu'en fait, lundi, il y a une réunion notamment avec les avocats de la mairie, parce que les associations musulmanes, elles ne veulent pas changer d'avis sur ce point-là. Ce qu'elles veulent aussi finalement, c'est trouver un terrain pour pouvoir construire leur propre lieu de culte et ne dépendre de personne finalement. Donc ils n'ont pas lâché ça, ils ont quand même ça toujours en tête. Ils ont dit, ok, pour aujourd'hui, on s'engage, on a engagé notre parole, on la respecte, donc il n'y aura pas de prière de rue. En revanche, on verra la semaine prochaine. C'est pas dit que ça ne recommence pas. Il faut voir lundi, en fait, finalement, comment va se passer la réunion avec les avocats de la mairie. Mais en effet, c'est en suspens. Votre avis, puisque vous en avez parlé, vous êtes aussi Alors, engagé. Là-dessus, sur cette question-là, il faut bien comprendre que ce n'est pas une affaire de laïcité. Parce que dans la loi de 1905, les processions et manifestations ne sont pas interdites. Alors, le maire de la ville parlait
de prières illégales. De rassemblement. Oui, mais il se base sur le fait que ça trouble l'ordre public. D'ailleurs, c'est exactement ce que le préfet a dit hier. Et c'est exactement sur ce point-là, qui n'a rien à voir ni avec la laïcité, ni avec quelque autre manifestation, parce que vous avez bien des processions catholiques ou autres dans toute la France qui se passent correctement. Là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est surtout, et ça c'est le deuxième point sur lequel je voulais revenir, le fait qu'il ait fermé une mosquée pour la transformer, je crois, en médiathèque, si je me souviens bien, et il leur a donné une salle qui était beaucoup plus exiguë et beaucoup plus loin. Et c'est ce que reproche effectivement cette association-là. Maintenant, si l'association, et c'est aussi ça la laïcité, si l'association a les moyens de se payer un lieu de culte, elle peut le faire, et elle a le droit de le faire sans passer obligatoirement par le maire. Le problème là aussi, c'est la relation entre l'élu de la République et les cultes, qui pose problème, parce que si c'est le maire qui décide quels sont les lieux de culte qui s'ouvrent, qui se ferment et qui sont financés par la mairie... Donc il a si on vous comprend bien, il a ses responsabilités aussi. Ah ben bien sûr. Oui, mais lui, il est surtout responsable d'avoir mis le bazar au début. Et il ne l'a pas fait simplement sur la question des cultes. Il l'avait déjà fait l'année dernière sur la question des syndicats. Mais c'est autre chose. Ah oui, c'est autre chose. Mais Anne-Chloé, vous qui avez été plusieurs fois effectivement à Clichy. Les prières de rue à Clichy ont vraiment commencé au moment où il a fermé rue Étienne d'Orve, une salle qui n'était pas en fait une mosquée, était une salle de prière, mais qui n'était pas quelque chose qui normalement, ce n'était pas légal. C'est-à-dire que ce n'était pas un lieu qu'ils occupaient de façon officielle. Donc c'est à ce moment-là quand il a fermé, mais il a ouvert en effet ce centre cultuel. Mais c'est aussi une question de distance en fait pour certains. Et c'est vrai qu'on a vu notamment la semaine dernière, alors voilà, on en a aussi parlé, il y a eu ce coup de force un peu des élus locaux qui sont descendus en chantant la Marseillaise à l'heure de la prière pour empêcher les fidèles de prier. Certains étaient là quand même, il y avait une 50aine de personnes la semaine dernière, on le voit d'ailleurs sur ces images tournées par Jeanne Bulan. Ça a un petit peu dégénéré parce qu'il y a eu un moment en effet de tension, mais tout ça a finalement permis aussi d'ouvrir le dialogue qui était complètement rompu, je pense, entre les associations et la mairie. La semaine dernière, c'était extrêmement tendu. Et là, ils ont pu quand même se débloquer, en tout cas, et pouvoir un peu, en effet, discuter. Mais c'est vrai qu'on a vu parmi ces personnes qu'il y a des personnes âgées. Et alors, on pouvait, en effet, la comprendre, entendre, en tout cas, ce qu'ils nous disaient, en nous disant, nous, 5 fois par jour, il faut qu'on se déplace très, très loin. Pour nous, c'est en effet compliqué. Mais ils nous disaient aussi que pour eux, de toute façon, ce n'était pas glorieux de s'afficher dans la rue et que faire des prières de rue, c'était pas forcément ce qu'ils avaient envie. C'est pas une revendication. Voilà, sachant que nous, on en a vu une 50aine. C'est-à-dire que, parce qu'après, monsieur le maire dénonce de Clichy aussi certains agitateurs parmi ces 350 à 500 personnes qui venaient. Pour le coup, alors est-ce qu'ils ne sont pas venus? En tout cas, on ne les a pas vus la semaine dernière. Ils étaient aussi quand même beaucoup moins nombreux que d'habitude. D'accord. Et comment réagissent? Parce que vous dites que c'est une partie de la population. Clichy, c'est beaucoup plus important que ça. Comment on réagit là-bas? Alors, c'est vraiment un sujet qui cristallise, il faut le dire, à Clichy. Justement, il y a eu quand même des confrontations la semaine dernière, vendredi dernier, notamment des citoyens dans la rue, alors qui, entre eux, en fait, s'affrontaient finalement. Il y avait un espèce de... Oui, en effet, ceux qui, du coup, estimaient que la mairie était raciste et puis stigmatisait, pointaient du doigt les musulmans. Et puis, certains Quilchois qui disaient, oui, mais c'est pas possible, vous pouvez pas investir la rue, et notamment le boulevard. C'est vrai que ce qui était compliqué, c'est quand même que à 12h37 le vendredi, un peu la rue... Circulation perturbée. Ah, la circulation totalement perturbée, parce qu'on le voit sur les images. C'est vrai qu'ils investissaient, du coup, le boulevard entier était complètement bloqué. Donc là, on rentrerait dans le cadre, c'est peut-être pas une perturbation de l'ordre public, mais c'est une perturbation de la vie quotidienne des habitants. Oui, mais là encore, votre journaliste l'a très bien expliqué, il y a une montée crescendo de course à l'échalote, et la responsabilité, je le dis, revient aux politiques. Elle revient aux politiques. Ce règlement aurait pu se faire largement avant, s'il y avait effectivement eu, d'une part, un dialogue, et d'autre part, pas une montée en pression, parce qu'il ne faut pas se tromper, cette course à l'échalote, elle revient là aussi, et c'est les manifestations qui ont eu lieu sur la droite de la droite, puisque ce sont les primaires au groupe Les Républicains. Alors, l'élection et je pense que tout ça a permis aussi de restructurer une force politique. Mais dans ce cas-là, si tous les politiques utilisent la religion, et c'est ça le véritable problème, et qui revient à votre première question, s'ils utilisent la religion pour déclencher une division du peuple français, ça pose un véritable problème. Donc les crispations, pour vous, viendraient beaucoup aussi des hommes politiques. Christophe Henning, juste votre opinion sur cette question-là des prières de rue? Oui, je crois que c'est important. Alors d'abord, bien marquer que prières de rue, manifestement, on voit que c'est plus
une manifestation qu'un temps de prière. On imagine que pour les croyants musulmans, c'est pas forcément effectivement des circonstances idéales. En même temps, toutes les communautés des différentes religions sont confrontées à ces situations. Il y a des églises catholiques qui doivent fermer parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Eh bien, les communautés doivent se retrouver ailleurs. Et je connais une commune où c'est l'église protestante qui a accueilli la communauté catholique qui n'avait plus d'église. Donc, je pense aussi que quand il y a un autre bâtiment qui a été proposé, sans doute il y a une question de délai qui se pose à Clichy. Peut-être qu'il y a aussi des solutions provisoires à décliner. Je reprends simplement l'exemple de la Goutte d'Or, où il y a eu aussi dans le 18e arrondissement. Voilà, des prières de rue très nombreuses. Le maire de l'époque, Bertrand Delanoë, a trouvé aussi une solution avec le Centre des cultures d'islam, qui est à la fois un centre culturel et un étage qui est loué à l'association des musulmans de l'arrondissement qui peuvent y installer un lieu de prière. Donc ces solutions, elles existent. Il faut aussi rappeler que, et c'est très bien comme ça, il y a à peu près une centaine de mosquées, de lieux de prière qui sont ouverts chaque année, qui sont construits. Ça fait 2500, je pense, à peu près de mosquées et de lieux de prière qui existent en France maintenant. Ça veut dire aussi que cette question-là, elle est prise en compte par certains politiques qui aident. Et je pense que là, on revient à la laïcité, c'est-à-dire que la laïcité, c'est aussi permettre à chacun de pouvoir vivre sa religion. Merci beaucoup Anne-Chloé pour ce débrief des reporters. On a bien compris que ce n'était pas fini et que vous allez suivre cette actualité à Clichy à partir de lundi. Merci Anne-Chloé. Vous venez de parler d'une des définitions de la laïcité. C'est vrai qu'en fait, on a voulu faire un petit sondage. C'est quoi la laïcité pour vous? Les réponses sont un petit peu compliquées. Pour moi, la laïcité prévaut sur tout. Moi, je suis pour la laïcité, mais c'est vrai qu'on l'interprète de manière différente et des fois, ça prête à confusion. Personne ne sait. On demande, personne n'est capable de dire exactement ce qu'est la laïcité en France. Alors, vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, on peut peut-être le redire de façon... Est-ce qu'on peut être clair et concis pour définir la laïcité, ou c'est un concept tellement complexe qu'il faut du temps? Non, ce n'est pas du tout complexe. Ce qui le rend complexe, c'est encore une fois l'attitude de certains à soit l'adjectiver, ce qui pose là aussi un problème. Donc il ne faut pas coller d'adjectif à la laïcité. Ça ne sert à rien, il suffit de l'appliquer et d'appliquer la loi. Et la laïcité, c'est un ensemble de principes juridiques qui permettent à chacun de croire et de ne pas croire, qui garantit la liberté de conscience et qui assure, dans le cadre de la loi de 1905, la séparation des églises et de l'État. C'est-à-dire le fait que les cultes ne sont pas reconnus par l'État, ne sont pas subventionnés par l'État et ne sont pas salariés par l'État. Ah oui, ça, c'est la laïcité. Et bien entendu, il y a tout un tas de mesures dans cette loi-là qui, là aussi, par exemple, je vous prends un exemple très concret. On nous dit, oui, mais vous voulez, vous enlevez les crèches des bâtiments de la République, vous voulez enlever les jours religieux, etc. Je rappelle que depuis la loi de 1905, les jours ne sont plus religieux et n'ont plus de caractère religieux. Les jours fériés, vous voulez dire ? Les jours fériés, oui. Pâques... le 15 août, le jour de l'Assomption, en fait. Oui, mais c'est rentré dans la loi de 1905, c'est un jour qui a été républicanisé. Et il est même rentré dans le Code du travail. Alors là aussi, on va partir sur autre chose si on va commencer à parler du Code du travail. Mais c'est sanctuarisé. Non, mais ces jours fériés, pour l'instant, sont sanctuarisés. Mais ça ne vous choque pas ? C'est républicanisé, c'est pas sanctuarisé. Non, alors sanctuarisé, ce que je voulais dire par sanctuarisé, c'est le fait qu'on n'y touche pas. Ce que je veux vous dire, c'est que le jour de l'Assomption ou le jour de Pâques, vous êtes chrétien, vous pratiquez votre culte. Vous êtes protestant, si vous avez envie de pratiquer votre culte, vous le faites. Musulman, juif, bouddhiste, pastafarien, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes athée ou libre penseur, vous faites ce que vous voulez. Ouais. Vous êtes libre. La laïcité, c'est quand même la liberté. Et la liberté de conscience avant tout. C'est vrai qu'on a regardé le principe de laïcité finalement est exposé dans l'article 1er de la Constitution française. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit finalement. Mais c'est ça que... La difficulté avec la laïcité, c'est qu'on s'en réfère à la loi de 1905, qui ne parle pas de laïcité, qui parle de séparation, qui parle de séparation des églises et de l'État. Et effectivement, c'est ce que vous venez de dire, c'est que c'est une loi qui va accorder la liberté à chacun et la reconnaissance de chacun. Alors c'est vrai que le périmètre public, on y est très sensible parce qu'on a aussi une diversité
sans doute, de croyances et de religion qui s'est développée dans notre pays, et tant mieux. Et en même temps, on sent bien que ces religions ont besoin de dialoguer entre elles. Parce que sinon, effectivement, il y a des moments où ça devient, et c'est le risque malgré tout, d'un certain communautarisme. Mais elles peuvent. Donc elles peuvent le faire. Mais c'est vrai que les crispations des affaires que nous évoquons aujourd'hui ne facilitent pas ce dialogue. Non, est-ce que vous êtes d'accord avec Manuel Valls qui affirme ce matin dans Le Parisien, la laïcité, c'est tout simplement ce qui définit le mieux la France et la République? Vous êtes d'accord avec cette phrase? Oui, mais il aurait fallu peut-être qu'il l'applique à bon escient et pour lui. Parce que c'est pas vraiment Manuel Valls, c'est pas vraiment celui qui applique. Voilà, mais dans les mots, en tout cas, vous êtes d'accord avec l'assertion. Bien sûr que ça définit aussi la République, mais la laïcité n'est pas franco-française non plus. Hein. Il y a des séparations qui existent dans d'autres pays. Mais c'est pas typiquement français ce débat et ces crispations et ces polémiques. C'est ce que je vous ai dit au début. Là aussi, ça l'est parce que la France, c'est un pays de passion. Le problème, c'est de revenir justement à la raison et de revenir à un débat raisonné sur l'application des lois et sur le fait que chacun puisse être libre de sa propre croyance. Il y en a beaucoup qui... Pardon, oui. Oui, simplement pour ajouter, peut-être qu'à la place de laïcité, ce qui nous rassemble véritablement, c'est la fraternité. Alors, liberté, égalité, fraternité, on a l'impression que c'est une queue de comète, fraternité, c'est bien gentil. Dans toutes les religions, et je le pense aussi, pour beaucoup de ceux qui n'ont pas de religion, la fraternité, c'est une valeur que nous avons en commun. Et si c'était peut-être le plus grand dénominateur commun faudrait peut-être le mettre en avant. Alors, je suis peut-être un peu naïf quand je dis ça, mais en même temps... Je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus, sur le fait que les religions soient fraternelles. Pour nous libres penseurs, ça reste quand même un obstacle à l'émancipation. Mais alors ça c'est un avis. C'est un autre bien débat. Sûr. Ah non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Je ne sais pas si c'est un autre débat, mais ça rentre aussi dans le débat. Je vais vous prendre là aussi un exemple sur la loi de 1905. Quand M. Wauquiez et M. Collomb vont à une messe en tant qu'élus de la région, parce que c'était bien avant d'être ministre de l'Intérieur, en tant qu'élus de la région Rhône-Alpes, Auvergne, enfin la grande région. Quand ils y vont en tant que tels à une messe, ça pose un problème. Mais c'est exactement le même type de problème que vous retrouvez quand M. Collomb protège M. Barbarin, qui lui-même protège, par exemple, par rapport à la justice, des prêtres pédophiles. C'est-à-dire que vous avez un mélange de tout. Pour vous, il faut on a bien compris, une distinction claire et nette, pas de mélange. Non, mais pas de mélange. Une séparation. Une séparation claire et nette. Alors, justement, on parle de comment dialoguer là aussi. Mais juste, on voulait quand même avoir... Julien Arnaud, de notre service politique, nous a rejoint. Bonjour Julien. Quand même, savoir ce que le président de la République pensait sur la laïcité, parce qu'on attend un grand discours sur ce thème début décembre. Oui, le président doit parler fort, et vous le disiez, c'est Manuel Valls qui s'adresse de cette manière ce matin en direction du chef de l'État dans le journal de Le Parisien. Alors, si on rembobine un petit peu le fil sur cette question de laïcité vue par le prisme d'Emmanuel Macron, eh bien, on va commencer, premier grand meeting, il n'était pas encore candidat, c'était La République En Marche, il était candidat à La République En Marche qui se mettait en place pour Emmanuel Macron, réunion à la Mutualité, et on va l'écouter parler de laïcité. La laïcité, elle protège des identités fermées, elle permet de veiller à ce que, justement, nul ne soit assigné à résidence par son identité ou par sa religion. Elle permet de croire ou de ne pas croire. Voilà, donc Emmanuel Macron pas encore candidat, puisqu'il n'avait pas encore quitté Bercy à ce moment-là. Alors, sur ces questions, on l'a vu pendant la campagne déjà, on avait un Emmanuel Macron qui se posait toujours comme l'anti-Manuel Valls sur ces questions, comme s'il fallait se différencier à tout prix. Alors, la campagne aussi voulait peut-être ça, pour celui qui deviendra président de la République, des questions qui ne sont pas prioritaires aussi pour Emmanuel Macron dans sa culture, dans son ADN politique, c'est ce que dit son entourage, mais aujourd'hui, il s'intéresse à ces questions de la laïcité. Ne pas faire de différence entre les religions. Regardez ce qu'il écrivait dans son livre Révolution, il y a tout pile un an. La laïcité est une liberté avant d'être un interdit. Elle est faite pour permettre à chacun de s'intégrer. Comment peut-on demander à nos concitoyens de croire en la République si certains se servent de la laïcité pour leur dire qu'ils n'y ont pas leur place? En quelque sorte, suivez le regard d'Emmanuel Macron et du candidat. Et puis là, hop, la page se tourne. C'est un autre Emmanuel Macron, un Macron
président. On l'a entendu parler de ce défi civilisationnel, de cette lutte aussi contre le terrorisme islamiste, parler de laïcité. C'était par exemple, lorsqu'il était devant les responsables religieux, j'ai trouvé une déclaration pour célébrer l'anniversaire du protestantisme où il disait « La laïcité n'est pas la négation des religions, c'est la capacité de les faire coexister dans un dialogue permanent ». Donc voilà ce qu'on retient d'Emmanuel Macron. Et ce grand discours, vous me direz, et alors quand? Réponse, Christophe Castaner, pour son dernier compte-rendu. Le président de la République s'exprimera sur les sujets des valeurs républicaines. Et la laïcité est certainement la meilleure façon de défendre les valeurs républicaines d'ici la fin de l'année. Voilà, donc a priori un grand discours le 9 décembre, puisque c'est la date anniversaire de la loi séparation de l'Église et l'État. Mais à l'Élysée, on nous dit que rien n'est figé, n'est gravé dans le marbre. Ça pourrait être un peu avant, un peu après, en tout cas avant la fin de l'année. Alors, on voit bien qu'effectivement, on attend finalement ce discours du président de la République. Vous avez parlé tout à l'heure de la responsabilité des élus et des hommes politiques. C'est important, la parole présidentielle dans ce débat? Alors, là-dessus, oui, elle est extrêmement importante. C'est très bien ce que le candidat Macron dit à un moment donné sur la laïcité. C'est une liberté avant d'être un interdit. Bien sûr. Et surtout le fait de ne pas l'instrumentaliser, ni la laïcité d'ailleurs, ni les religions en tant que telles, ni aucune religion, parce que ça veut dire qu'on montre un certain type de population qui d'ailleurs est totalement intégrée à la République, et en l'occurrence les musulmans. Et c'est vrai que là-dessus, je pense qu'effectivement, il visait Manuel Valls. Mais le souci, et moi, ce sont deux questions que je poserais à M. Macron. La première, c'est pourquoi il a accepté d'être chanoine de Latran, c'est-à-dire curé du pape. Ce qu'avait refusé François Hollande. Alors, ça fait partie des attributions du président de la République. Ah oui, mais je peux vous dire qu'il y a des présidents qui pourtant ne reniaient pas leur religion, comme le général de Gaulle, qui a refusé d'être chanoine de Latran. Même quand il est allé à Rome, sur son voyage officiel, à un moment donné, il a stoppé le voyage, il a dit « Maman Yvonne et moi, on va voir le pape, je ne suis plus le président de la République », et ils sont allés voir le pape à titre privé. On ne demande rien d'autre aux élus de la République. Ils ont le droit, eux aussi, de croire et de ne pas croire, mais pas de s'afficher en tant qu'élus de la République. Mais l'autre question que je poserai à M. Macron, il s'est rendu récemment en Arabie Saoudite. Quid de Raif Badawi, qui est un poète athée, libre penseur, et qui est condamné dans les geôles d'Arabie Saoudite à recevoir 50 coups de fouet par jour. Oui, alors que Saad Hariri, effectivement, lui est attendu en France dans les heures qui viennent. Christophe Henning, sur cette parole présidentielle? Oui, la parole présidentielle, elle est importante aussi, me semble-t-il, alors pour bien poser les choses, et peut-être, je ne vais pas dire rassembler, enfin c'est quand même son rôle aussi, et peut-être aussi pointer du doigt cette capacité que nous avons. Alors la fraternité vous chiffonne un peu, parlons... Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, alors vous êtes d'accord, vous êtes d'accord avec moi, la fraternité, ou l'amitié comme on veut, mais voilà, ce qui est surprenant et en même temps un peu blessant, c'est de voir que c'est au lendemain du 13 novembre et des commémorations de ces moments très difficiles que nous avons vécus, que ces disputes, voire plus, ces affaires sont montées en épingle. Donc là, effectivement, peut-être que la politique, elle devrait aussi, je ne vais pas dire se laïciser, mais alors laisser tomber un peu ces débats de façon à ne pas, en tout cas, les instrumentaliser. Bon, je reprends simplement les propos de Jean-Louis Bianco, qui a été reconduit comme président de l'Observatoire de la laïcité, où il dit bien, attention, on ne peut pas venir à une police de la pensée. Et les religions participent à la pensée. Merci beaucoup pour ce débat toujours extrêmement riche, compliqué, mais intéressant et passionnant. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, on parlait d'Emmanuel Macron. Et bien, on suivra Emmanuel Macron à Göteborg. Il est en Suède en ce moment, le président de la République, sur un sommet social européen. Et on suivra sa prise de parole en direct sur LCI. À tout à l'heure.